Konnichiwa! Yokoso! Bienvenue dans ce vlog avec une invitée spéciale, Julia, que vous avez déjà vue plusieurs fois, qui cette fois-ci n'a pas de clope au bec. Non! Et ouais. J'ai remis la leçon. Voilà. Cette fois-ci, on s'est dit non, on va pas le faire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de Tokyo Fiancé, adaptation du roman d'Amélie Nothomb, Ni d'Ève ni d'Adam. Que j'ai ramené ici même. Voilà, et étant donné que Julia a lu le bouquin, contrairement à moi qui, comme d'habitude, ne lit jamais rien, je me suis dit que ça pourrait être très intéressant d'avoir son expertise quant à l'adaptation du film, l'adaptation qui a été faite par le film, l'adaptation du livre. Tokyo Fiancé reprend l'histoire d'Amélie Nothomb, c'est quelque part biographique, c'est quand elle avait l'âge de 20 ans, elle est retournée au Japon pour essayer de devenir une japonaise et de vivre au Japon. Elle y rencontre un jeune homme avec qui elle va vivre une histoire assez particulière, assez dur à définir à vrai dire. Et pour ceux qui connaissent bien son œuvre, ça se passe juste avant Stupeur et Tremblement, qui a aussi eu son adaptation par Alain Corneau. Sachant que par exemple vers la fin de ce film-ci, elle commence à travailler chez Yumimoto, donc c'est vraiment dans la continuité directe. Stupeur et Tremblement qui est d'ailleurs un des films qu'on avait beaucoup aimé et qui était très très bien adapté. Qu'en est-il du coup de Tokyo Fiancé? Assez mitigé. Assez mitigé. À chaque fois qu'on va voir un film, c'est vraiment de la daube à chaque fois. Mais non, pas à chaque fois. Jupiter Ascending, ça allait. Oui, c'est vrai, mais on n'a pas fait de vlog ensemble. Non, c'est vrai, c'est vrai. Nous, on avait fait Gravity et The Secret, c'est vrai que c'était pas des chefs-d'œuvre. Oh, tu vas te faire taper dessus. Mais Gravity, ça passait. Voilà. Non, mais on est souvent pour le coup, celui-ci passe bien. Le problème, c'est que globalement, on trouve ça assez superficiel, pas très en profondeur, et surtout on a du mal à voir ce que le film essayait de prouver. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, j'ai vraiment eu l'impression dès le début du film qui ressemble un petit peu à un film de vacances. C'est-à-dire que c'est des images de rue au Japon, comme un mec qui marcherait et qui filmerait un petit peu tout ce qu'il voit, en contre-champ avec Amélie Nothomb qui regarde partout. Donc on voit que c'est elle qui découvre le Japon, mais ça fait un peu film de vacances, film de touriste quoi, qui débarque au Japon, qui découvre un peu le truc. Et tout le film a un petit peu ce sentiment-là, et en même temps, on découvre pas grand-chose d'inconnu du Japon. C'est un petit peu un ramassis de clichés. Enfin, ramassis, non. Il y a quelques clichés quand même qui sont un petit peu éculés depuis un bout de temps. C'est-à-dire que c'est ça, c'est des films sur le Japon, on en a eu quand même beaucoup, et à chaque fois c'est toujours les mêmes choses, les mêmes endroits, les mêmes. On parle de karaoké, on parle de sushi, des choses comme ça. Et là, on remet ça au goût du jour, même les gadgets qu'on voit. Par exemple, il y a un réchauffe-pizza, truc comme ça, une machine à café qui très utile au Japon, comme elle dit. Oui, qui ne ressemble pas du tout à une machine à café. Et on nous remonte ces clichés-là, et malheureusement, c'est du déjà vu. Ça a pas vraiment grand intérêt, surtout que dans le livre, on parle très peu de ce genre d'expérience qui paraît un peu exotique du coup pour nous. Et non, j'ai pas trouvé ça très judicieux comme choix de réalisation. Ben non, parce que au final, le film passe assez rapidement sur tout ce qu'il montre, et en fin de compte, on voit beaucoup de choses du Japon, mais on comprend pas grand-chose du Japon. Et c'est comme c'est le parcours du personnage, c'est de commencer à comprendre le Japon et de voir petit à petit qu'elle n'est peut-être pas faite pour être japonaise et pour vivre dans ce pays, qu'elle est peut-être pas si bien que ça intégrée dans leurs coutumes. C'est ne pas rentrer suffisamment en profondeur dedans fait qu'on a du mal un peu à comprendre les tenants et aboutissants de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce qu'elle traverse, et pourquoi est-ce qu'elle arrive à sa décision finale en ce qui concerne ce jeune homme, puisque au final, quand même, ce film à la base est une histoire d'amour principalement. Le malheur justement, c'est que le film rend ça comme une bête histoire d'amour, alors que le livre parle justement un peu de pourquoi Amélie Nothomb est si spéciale, pourquoi elle est un petit peu hors du cadre, enfin elle est un petit peu particulière quand même comme femme, mais on dirait qu'elle ne vieillit pas quoi, c'est assez particulier. Mais oui, donc du coup là ça rend le truc très banal, et on s'en fout un peu, ça fait vraiment, comme tu disais, film de vacances, et on parle toujours d'une petite histoire d'amour bête, et non, ça manque de profondeur, ça manque de champ. Et dans le livre, elle explique vraiment qu'elle n'est pas amoureuse de ce garçon, et c'est justement une relation très particulière qui se construit. Là, oui, là, c'est juste une bête histoire d'amour. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait, grosso modo, tout ce qui devait être dans le bouquin est à l'écran. Oui, en gros, grosso modo, c'est bien adapté, mais pas suivi en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que le film va mettre en place, des blagues ou des phrases par exemple précises, récurrentes, sacrérinerie normalement, des genre-là, ou toute une métaphore vis-à-vis du samouraï, qui est censé être filé jusqu'au bout et qui doit normalement amener à sa prise de conscience quant au fait qu'il faut qu'elle rentre en Belgique parce qu'elle est pas vraiment faite pour le Japon. Il y a un beau choc des cultures de montrer qu'ils sont pas compatibles. Normalement, le titre du bouquin, c'est Ni d'Ève ni d'Adam, c'est ne pas connaître quelqu'un du tout, et ils sont vraiment incompatibles. Là, appeler le film déjà Tokyo Fiancé, on change de registre et on parle juste d'une nana qui se fiance au Japon, quoi.
ça rend le propos très faible, je trouve. Enfin, ben, c'est ça, et surtout, ça permet pas vraiment de comprendre quel est cet écart culturel. C'est-à-dire que un truc tout bête, mais il y a une des premières scènes où elle est chez des amis japonais et elle a un petit truc au menton, ce qui les fait tous rigoler. Et elle dit aujourd'hui je comprends toujours pas. Et du coup elle explique jamais vraiment quelle est cette idée. L'idée étant que les Japonais sont très dans l'humiliation au niveau de leur humour. La scène a tellement peu de saveur au final qu'on a du mal à se rendre compte qu'en fait c'est parce que les Japonais adorent l'humiliation. Voilà. Ils aiment bien se foutre de la gueule des uns des autres. Leur humour est comme ça. Tout ça ne me dit pas vraiment. Moi, je vais dire, il y a une scène qui m'a vraiment marqué à ce niveau-là, au niveau de on veut montrer que le Japon c'est spécial, mais on vous explique pas vraiment pourquoi. La première fois qu'ils se rencontrent, il lui donne une enveloppe du coup avec de l'argent. Moi, je l'ai vu sortir, je sais pas, elle doit avoir 7 ou 8 billets de 1000 yens, ce qui fait 8000 yens à peu près. Et elle fait un espèce de... Oh, comme si c'était énorme. 8000 yens, ça fait quoi? Ça fait 60 €? 70 €? Oh là. On va vérifier. Quand même 62 € et 18 centimes. J'étais pas loin pour 8000 yens. Le compte est bon. Donc, et comme quoi, je connais pas si mal que ça. Mais du coup, voilà, moi, je me suis dit, j'ai une petite notion de ce que ça peut valoir que 8000 yens, mais... Les gens qui voient l'enveloppe qui s'ouvre et qui voient du 8 billets, ils peuvent pas vraiment comprendre ce que ça vaut. Une différence aussi par rapport au bouquin, c'est qu'à chaque fois qu'elle reçoit l'enveloppe, elle est toujours un peu surprise et un peu non, c'est bon. Elle donne quand même des cours à ce jeune homme et il y a des fois dans le bouquin où elle dit bien, je les mérite bien, cette fois-ci je les mérite bien, c'était vraiment difficile. Et on dirait qu'elle mérite jamais cet argent, elle est toujours là genre, oh là là, c'est trop, c'est que 60 € non plus, quoi. Enfin, c'est pas... Les personnages, en fait, grosso modo, l'histoire d'amour et les personnages ont un côté assez candide, presque. Un peu... Je vais pas dire cucu, pour que les Hotem on va dire kawaii. Ils sont mignons. Ils sont mignons tous les deux. Elle est mignonne, lui, il est mignon. Et il y a un truc qui est pas notombe là-dedans. Enfin, c'est pas... ça manque un petit peu de bizarrerie. C'est ça manque d'étrangeté, ça manque de choses un peu... Justement, c'est ça, j'avais quand même très peur avec l'actrice qui est Pauline Etienne. Oui, Pauline Etienne, oui. Et je me suis dit, elle est trop normale. Bon, ça va, ça passe. Elle est quand même assez semblable à Nothomb. Elle a quand même Nothomb a dit elle-même qu'elle avait elle se retrouvait parfois dans certaines de ses répliques. Mais je trouve qu'une Sylvie Testu collait beaucoup plus pour incarner un personnage aussi étrange que Nothomb. Voilà, une actrice un peu barrée pour faire un personnage un peu barré, quoi. Là, du coup, se dire que bon, il fallait une actrice qui est à peu près 20 ans et qui, voilà, colle au thème, c'est pas... J'ai pas trouvé ça très... Non. Pauline Etienne, qui d'ailleurs est très bien dans le film, mais tous les passages de voix off, c'est même pas que c'est mal joué, c'est que c'est lu. On sent qu'elle est devant une feuille avec son micro et qu'elle fait je ne savais pas ce que j'allais vivre ou un truc genre là. Ça fait très détaché, c'est très articulé, beaucoup trop. Et il y a un côté vraiment très lu et on la perd complètement. Enfin, je perds complètement l'intention de jeu à partir du moment des narrations. Il y en a beaucoup de narrations. Au début, on a même eu peur qu'elle joue très mal, quoi. Oui, au début, c'est même la peur que ça crée. Ça commence sur une voix off, donc c'est vraiment très particulier. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est intéressant. On va essayer de trop faire de rapprochement entre Stupeur et Tremblement et Tokyo Fiancé parce que ce sont deux films différents. Mais ce qui est rigolo, pour moi, c'est que je me suis rendu compte que j'ai l'impression que Nothomb impose des stratégies de mise en scène parce qu'il y a des façons de mettre en scène l'histoire dans Tokyo Fiancé qui sont assez similaires à celles de Stupeur et Tremblement. Un truc, par exemple, c'est au début de Stupeur et Tremblement, elle présente tous ses supérieurs, donc Monsieur Yumimoto, Monsieur Saito, etc. Et c'est des gens qui sont sur un fond gris, qui se présentent simplement en se penchant, etc. Donc quelque chose de très mise en scène, quelque chose d'irréel et qui n'existe pas. Il y a la confrontation avec Fubuki aussi dans les toilettes qui est géniale. Et dans Tokyo Fiancé, on a des scènes qui sont un peu de la même façon. Alors déjà, on a beaucoup de narration, comme dans Stupeur et Tremblement, mais on a aussi des scènes avec des décors très japonisants et des choses qui sont très mises en scène pour expliquer un concept. Par exemple, Rinri, donc son copain, lui parle de mariage. On la voit en tenue traditionnelle de mariage avec son bouquet, lui à côté. Ils sont très stoïques comme ça. Il y a vraiment des stratégies de mise en scène qui sont presque imposées. C'est vraiment des images qui représentent ses fantasmes. C'est ça, mais je pense qu'elle a une écriture très imagée. Voilà. Et du coup, je pense que vraiment les réalisateurs ont une image du coup en tête qui leur vient et qu'ils ont voulu la mettre sur écran. Donc il y a quelque chose d'assez rigolo au niveau des automatismes de mise en scène provoqués par le texte d'Amélie Nothomb. Comme quoi, son texte a une âme. Absolument. Mais pour revenir du coup à Pauline Etienne et à l'interprétation, le jeu, etc. Et à ce côté un peu kawaii des personnages, il faut aborder la musique. Oui, abordons ce sujet épineux. La musique déjà en général, insupportable. Au début du film, c'est que des espèces de petits trucs au piano, très joyeux, très guillerets, presque inappropriés. Enfin c'est la même musique remixée en 10 fois dans le même film. Oui, en plus, c'est vrai que c'est vraiment ça se ressemble beaucoup.
Ouais, les mêmes mélodies, les mêmes. Il y a quand même une évolution petit à petit au fur et à mesure que l'histoire continue à avancer. Ça devient de moins en moins joyeux. Je trouve pas que les musiques soient justifiées par rapport aux scènes. Enfin, il y a jamais de musique qui colle vraiment à la scène. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans le livre, il y a tout ce rapport culturel que les deux personnages ont entre eux, que ce soit pour la littérature, la musique, et elle parle beaucoup de musique classique. Là, malheureusement, on a le droit à des petites compositions guillerettes. On se dit, c'est dommage, ça aurait mérité un petit peu de classique, justement, pour rendre le truc un petit peu bizarre, un petit peu fantasque, un petit peu... Mais alors, si vous voulez de la bizarrerie... Ah oui, parlons-en. Il y a le moment où le personnage se réveille un matin, et d'un seul coup, des petits cœurs très moches sortent de partout sur son corps, et elle part en comédie musicale. Mais le pire, c'est que c'est pour 30 secondes. 30 secondes de scène. C'est même pas une chanson complète, ouais, c'est ça? Non. Et pour dire de la merde, pour dire j'aime le Japon. C'est ça! Elle se lève, elle a j'aime le Japon, et t'as le cœur qui est là, Japon! Et je vois pas. On pourrait tomber. Oui, donc je vois pas Notom sautiller comme ça, de manière, et chanter d'une manière très enfantine, comme ça. Enfin, elle aurait pu le faire, mais justement, de manière très bizarre. Ça aurait été très drôle qu'elle chantonne quelque chose d'un petit peu particulier, un petit peu. Ou limite qu'elle marmonne dans sa barbe, tu vois, oui, j'aime le Japon. Voilà. Genre, un truc très étrange, quoi, qui mettrait à moitié mal à l'aise, mais là, c'est vraiment, c'est trop joyeux, trop la pétant. petite fille de 14 ans qui vient d'avoir un bisou, voilà, c'est... Belle image. Il m'a embrassé sur la joue. Non, alors, c'est ça le truc, c'est que, il y a des décisions de réalisation qui sont assez surprenantes. Il y a le choix, par exemple, de faire des parents de Rinri, des personnages qui sont, alors, pour le coup, ils ont voulu rajouter de la bizarrerie dans les parents de Rinri, mais elle est beaucoup trop bizarre, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Moi, j'ai pas compris cette scène où ils commencent à faire leur leçon et on entend plein de vaisselle cassée et quelqu'un qui est en train de hurler derrière. Oui, parce que dans le bouquin, du coup, j'ai relu un peu le passage et c'est vrai que elle se sent très mal à l'aise dans cette maison, mais globalement, ils lui disent bonjour, ils s'éclipsent et on n'entend plus rien. Normalement, ils sont très discrets, c'est juste qu'elle sent une présence et je pense que à l'écran, pour rendre cette présence, ils ont peut-être dû mettre du bruit, ce qui est un peu nul, ce qui est un peu facile, mais du coup, oui. C'est un raccourci, je pense, pour dire que ils sont très présents dans la maison et ça l'oppresse, elle veut plus y retourner justement. Sans doute, mais là vraiment ils ont été chercher des acteurs. Mais moi je sais pas ce que t'en as pensé. J'ai l'impression de voir Morticia Adams pour la mère de Rinri. Oui. On dirait vraiment les ça, quoi. Les sourcils très machin, qui bouge pas, un mélange avec Cher, tu vois, que du plastique et ça bouge pas. C'est Cher qui jouait Morticia Adams. Oui. Mais non, on voit vraiment un truc assez surprenant et ce qui globalement est le plus déstabilisant, c'est le changement de morale de la fin. Oui, parce que le film a été tourné en fait à l'époque de Fukushima. C'est ça. Du coup, ils se sont laissés une liberté de refaire la fin en intégrant Fukushima, et ce qui fait que la fin est très expédiée, n'a plus du tout la même morale et oui, je pense que ça a influencé beaucoup le film. C'est pour ça on tape un peu dessus, mais d'un autre côté, c'est peut-être justifié. Il y a peut-être eu ça. Voilà, on s'est beaucoup posé la question. On a fini par se renseigner. En fait, le film a été tourné en 2011. Au moment où a priori en 2011, au moment où les l'énorme tsunami est arrivé sur le Japon et que Fukushima a explosé. Et en fait, le tsunami et l'explosion ont interrompu le tournage du film. C'est-à-dire que l'équipe était là-bas en train de tourner et il y a eu le problème et du coup ça a tout changé. Et d'ailleurs c'est pas impossible qu'il soit retourné pour tourner la fin ensuite. C'est peut-être pour ça qu'il sort que maintenant. Ouais. Et en fait ils ont voulu du coup les deux réalisateurs, d'ailleurs, Stéphane Lubezki, je crois que c'est ça comme ça qu'il s'appelle. C'est ça, Lubezki et Amélie Nothomb sont tous les deux des red-dingues du Japon. Et ils voulaient, du coup, témoigner un peu de leur amour pour le Japon en finissant le film sur cette catastrophe qui a dû les ravager aussi, puisqu'il c'est un pays qu'ils adorent. Je pense qu'elle a accepté cette fin pour faire un petit peu un hommage. C'est-à-dire je sais pas si elle s'est trop exprimée sur le sujet, mais en tout cas, je pense qu'elle a mis son feu vert pour dire bon, ok, on peut en parler, c'est arrivé au moment du tournage, donc ça change beaucoup de choses parce que là, du coup, il la met dans l'avion en lui disant c'est pas ton problème, ce qui arrive au Japon, ça concerne que les Japonais. Donc du coup, on sent quand même un petit peu ce choc des cultures, mais ça les concerne plus eux, ça concerne vraiment. Disons que sur le principe, ça devient très symbolique, c'est-à-dire que les radiations représentent le Japon qui essaye d'expulser Amélie Nothomb et qui lui dit t'es pas faite pour être là, quoi. T'es pas faite pour être ici, mais alors que normalement elle se rend compte d'elle-même. C'est ça, le parcours doit venir normalement d'elle-même. Voilà, de l'évolution de son. Justement, à la fin du film, on la voit du coup à Yumimoto, à son entreprise. Oui. Et justement, elle a une vie de merde, elle se lève tôt le matin, elle se couche tard, enfin, elle a plus de vie du tout et elle est très malheureuse. Elle s'en va en avion et elle revient jamais, sauf 5 ans plus tard, pour signer une dédicace quand elle commence à devenir écrivain. Et là, elle revoit justement Rinri, donc son ancien fiancé. Et de là, il y a une étreinte justement qu'elle appelle l'étreinte du samouraï, qu'il n'arrête pas de répéter tout le film, qui est très fidèle du coup au livre. Mais à la fin, on se dit mais pourquoi il parlait de samouraï, on comprend pas. Et en fait, dans le livre, c'était vraiment pour expliquer cette relation très particulière, qui n'était pas une relation amoureuse, mais une relation vraiment très
sur l'honneur, sur le Japon. Et elle était très fière d'avoir développé une relation comme ça avec un Japonais, justement. Et il y a tout le passage, du coup, du mont Fuji, qui du coup, n'était pas du tout à l'endroit où on l'a vu dans le film, c'est ça? Il est beaucoup plus proche de la fin, normalement. Je t'avoue que je m'en souviens pas. Bon, d'accord. Parce qu'en fait, il y a un passage où elle escalade le mont Fuji, qui est présent dans le bouquin, mais qui, dans le film, arrive en plein milieu, et moi qui n'ai pas lu le bouquin, qui n'ai rien fait du tout, je n'ai pas compris d'où sortait cette scène. D'un seul coup, le personnage dit oui, il faut absolument que j'aille au mont Fuji, il faut que je me retrouve, il faut que je fasse un machin. Ça pour le coup, c'est très Notom. Oui, bien sûr, mais partir d'un coup comme ça. C'est-à-dire que on voit pas ce qui va mal dans sa vie à ce moment-là pour qu'elle y aille. Enfin, je trouve ça, c'est que je vois pas assez pourquoi est-ce que d'un seul coup elle se dit faut que j'aille faire un pèlerinage, faut que j'aille escalader le mont Fuji, faut que j'aille faire un machin. C'est un peu laborieux de comprendre ça, et étant donné comment finit le film et sur quelle scène arrive le tremblement de terre, etc. Je m'étais dit ça devait être plutôt proche de la fin, et c'était effectivement quand les choses commencent à aller mal et qu'elle commence à vraiment vouloir faire ce truc. Donc faudrait voir du coup où c'est dans le bouquin. Bah, écoutez, c'est à ce niveau-là, donc de la fin, donc c'est quand même plutôt proche de la fin que du milieu. Dans le film, ça doit arriver à peu près vers là, donc c'est vrai que c'est un peu étrange. Le souci, c'est que dans le livre, elle explique directement pourquoi elle n'est pas amoureuse de lui et ce qu'elle ressent pour lui, c'est-à-dire qu'elle ressent du goût pour lui. Il y a deux mots pour dire amour en japonais, il y a koi et ai, et elle ressent du koi. Elle ressent du goût pour lui, elle a du goût pour lui, mais elle explique que pour tomber amoureux, il faut tomber amoureux de quelqu'un qu'on déteste, en fait. C'est vraiment, c'est viscéral, il y a quelque chose qui se produit. Et là, dans le film, c'est pas trop expliqué, on comprend pas trop. Elle a l'air très amoureuse, justement, parce qu'elle chantonne comme ça, elle est très contente, et tu te dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal, parce que normalement, elle a juste du goût pour lui, ce qui fait qu'on comprend très vite, quand il la demande en mariage, que non, c'est pas possible, elle en veut pas, et que elle est avec lui un peu pour jouer, quoi, pour s'amuser, pour passer le temps, quoi. Pour finir, du coup, vite fait, sur une... En revenant une nouvelle fois à Stupeur et Tremblement, c'est le film lui-même en fait fait un petit rapprochement. On vous conseille plutôt globalement de regarder Stupeur et Tremblement que Tokyo Fiancé, qui est un film sympathique si vous voulez découvrir le Japon, mais qui est pas un énorme film. Voilà, c'est pas désagréable, c'est pas un mauvais film. On a passé du bon temps, mais on était un petit peu sur notre fin, c'était un peu... Et un peu de mal à comprendre certains choix. Voilà. Mais le film lui-même fait des allusions à Stupeur et Tremblement, parce que l'un des acteurs qui joue dans Stupeur et Tremblement, qui jouait Monsieur Tenchi, qui est donc l'acteur qui s'appelle, j'ai noté son nom, Yasunari Kondo, revient pour faire un personnage dans celui-ci. On le reconnaît très clairement, c'est clair que c'est lui. Il a vieilli, il est un peu bouffi, mais ça va. Donc, un peu comme si le film lui-même vous disait Stupeur et Tremblement. Quand même. Donc c'est un peu, voilà, un peu mi-figue, mi-raisin. C'est sympathique, sans non plus que ce soit quelque chose de transcendant. Non, je pense. Mais divertissant quand même. Voilà, ça reste, on va dire ça. Voilà, et l'auteur a donné son aval, donc c'est quand même que c'est pas si dégueulasse que ça. C'est juste un petit peu décevant, pas assez bizarre à notre goût. Pas assez bizarre à notre goût. Sur ce, écoutez, nous allons vous laisser. Merci beaucoup Julia d'avoir participé. Mais je vous en prie Timothée. Prenez soin de vous et allez voir des films. Sayonara. Sayonara.